le business de marchand d'art, c'est un peu, voilà, je peux être au parc, quelqu'un pour s'asseoir à côté en disant « Ah, c'est marrant, vous vendez des tableaux », et hop, je donne ma carte de visite, et puis, je sais pas, 6 mois plus tard, il m'appelle pour je ne sais quelle raison, parce que sa grand-mère est décédée, et elle a un Picasso dans son salon, et il ne sait pas quoi en faire. C'est des opportunités qui arrivent comme ça. Je m'appelle Arnaud Akizerat, je suis donc un ancien étudiant de l'ESSEC, je crois que je suis promo 94, et j'habite depuis un certain nombre d'années à l'étranger, et notamment maintenant au Brésil, à Sao Paulo, et je suis marchand d'art. Je vends principalement des tableaux, des sculptures, enfin des œuvres d'art sur le marché secondaire, donc sans avoir le travail de présentation d'artistes, représentation d'artistes, de jeunes artistes. Donc je ne fais pas du tout ce travail-là. C'est vraiment des opérations d'achat et de vente de tableaux plutôt chers et importants à des clients qui sont voilà, partout dans le monde, pas obligatoirement au Brésil d'ailleurs. Donc je suis arrivé en admis sur titre. J'avais déjà étudié au Canada. J'avais fait un Bachelor of Commerce, donc j'avais déjà étudié de la finance, enfin des choses qui étaient relativement comparables à ce qu'on peut étudier à l'ESSEC, sauf que je l'avais étudié en anglais. Donc l'idée vraiment de l'ESSEC, c'était quand même déjà une ouverture un peu sur la France, d'avoir un diplôme français, avoir quelque chose comme ça, mais je ne me suis pas dit, j'y vais, un objectif beaucoup plus clair de carrière ou de choses comme ça, voilà. Je me voyais travailler dans une banque. C'est ce que j'avais fait au Canada comme étude, ce que j'ai poursuivi un petit peu quand même à l'ESSEC. J'ai fait un premier stage dans une banque d'affaires à New York, chez Paribas. Après, j'avais embrayé, voilà. Et puis mon premier job, en fait, j'ai travaillé chez Lazare. Donc il n'avait strictement rien à voir vraiment avec ce que je fais maintenant. Donc j'ai fait un peu de projet de project finance à Paris, donc voilà. Et puis, bon, je ne sais pas si c'était vraiment complètement mon truc, c'est-à-dire que toujours pareil, toutes les banques d'affaires, je les ai un peu enchaînées. Après, j'ai travaillé chez Rothschild, parce que voilà. Ensuite, j'ai travaillé chez Goldman Sachs pendant un peu plus longtemps. Bon, ça s'est un peu enchaîné comme ça. J'avais toujours l'idée, je crois que le montage intellectuel, ce qu'on souhaitait faire dans une banque d'affaires m'intéressait. Par contre, ne m'intéressait pas le travail quotidien. Le travail quotidien, je trouvais ça fastidieux. C'était beaucoup d'heures de travail, beaucoup de trucs sur ordinateur, à faire des tableaux Excel toute la journée, des machins. Et ensuite, j'ai fait un peu de conseil. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même plutôt la partie stratégique qui m'intéresse, un peu moins les chiffres, et donc voilà. Et là aussi, j'ai trouvé toujours quelque chose à redire finalement. Je trouvais ça intéressant là aussi, mais je trouvais que c'était un peu toujours un éléphant qui a couché une souris, c'est-à-dire qu'on faisait rencontrer des gens, on voyageait, voilà, et puis après on sortait, on pondait un pauvre rapport qui finalement limitait le travail ou la compréhension qu'on a vue par rapport à une industrie ou par un truc assez ponctuel, alors peut-être ce que les clients voulaient. Mais je trouve que c'était un peu perdre son temps. Donc en fait, globalement, ce que je voulais faire, c'était un peu faire mon truc à moi. Moi, j'aurais aimé être client d'une banque d'affaires, c'est-à-dire qu'on me donne des conseils pour acheter trucs muches et trucs muches. J'aurais aimé que dans un cabinet de conseil, on me donne des conseils en disant oui, alors vous devriez faire ci, faire ça, faire vos produits comme ci, comme ça. Donc finalement, je trouve que c'est bien ça. Moi, en fait, j'aurais voulu être client de ce truc-là, mais pas obligatoirement, mais faire l'analyse derrière, en fait, c'est un peu fastidieux. Et j'ai rencontré un peu, mais par hasard, c'est un peu les événements de la vie qui fait que j'ai rencontré un type qui était l'agent d'une marque italienne prestigieuse de mobilier à Paris et qui m'a dit bah ça c'est marrant, pile poil, on cherche justement un directeur pour on va ouvrir un grand showroom à Paris, voilà. Donc j'ai été propulsé directeur de ce truc-là, de la société en France. Alors j'étais là aussi quand même assez jeune, et puis alors là j'ai géré un truc qui n'avait rien à voir. Alors là c'était vraiment, j'avais les Italiens au téléphone une fois de temps en temps, et tout le reste, voilà, ils me sortaient un showroom avec des travaux, beaucoup d'argent à gérer, et puis toute la complexité des Italiens qui font tout l'inverse de ce qu'ils disent, qui racontent tout l'inverse de ce qu'ils pensent. Enfin je veux dire, voilà, alors c'était l'inverse de la banque, des choses carrées, et voilà, où il y avait voilà, un propriétaire actionnaire qui était le type qui était aussi designer, qui avait ses idées, qui avait ses manières de faire, et voilà. Puis de fil en aiguille, ils m'ont envoyé à Milan, et puis finalement j'ai ouvert ma galerie, et donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est arrivé comme ça. Donc c'était présenter des meubles contemporains, des meubles de designer.
Donc je connaissais évidemment les marchands de meubles du coin, qui sont des grosses sociétés. Les Italiens sont quand même très dynamiques, ils avaient des prototypes, ils avaient des trucs qui gardaient un peu comme ça. Alors à l'époque, voilà, ça pouvait valoir de l'argent. Et donc je récupérais tous ces trucs-là, et puis je les revendais. Donc, voilà. Et puis ça marchait plutôt bien, pas mal. Donc j'étais dans mon business, j'avais mon assistante, machin. Enfin, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce que je faisais avant. Et puis j'ai un peu grossi, j'ai ouvert une deuxième galerie, j'ai changé d'espace, un peu à Milan, donc voilà, j'ai ouvert une galerie à Saint-Moritz, en Suisse, et ensuite à Los Angeles. Et donc du coup je faisais un peu la navette au départ, et puis finalement c'était un peu compliqué, donc j'ai gardé que la galerie de la LA. Puis au bout d'un certain temps, j'ai bifurqué sur les tableaux, parce que j'avais vendu un peu des tables, des chaises, des fauteuils à tous les clients. Et les gens qui achètent une table à 100 000 $, finalement, c'est les mêmes qui achètent des tableaux à 15 millions. Donc voilà. Par contre, les tableaux, ils les collectionnent. Et donc, il faut quand même un peu savoir les gérer, ces gens-là. Alors, quand on les a, moi, j'ai été un peu habitué à les avoir de manière là aussi un peu indirecte dans la banque d'affaires. Je les avais retrouvés un peu avec mes Italiens. Déjà, avec la galerie, je les avais vus. Les Italiens sont un peu plus faciles d'approche. Les Français le sont un peu moins. Mais j'avais retrouvé quand même un certain nombre d'éléments un peu similaires. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui sont très pris en général, c'est des gens, on leur raconte pas n'importe quoi. Et quand on arrive au tableau, on rentre dans leur intimité quand même. Autant, vous n'avez pas besoin, ces gens-là, ils rentrent dans un magasin pour acheter un sac, vous n'avez pas besoin de faire un pataquès, je veux dire le sac, ils achètent le sac, voilà. Un tableau à je sais pas combien, c'est une autre affaire. Ça se vend. C'est rare que ça s'auto-vend. Il faut quand même. Il faut que le client vous fasse confiance, il a envie de vous recevoir, il a envie de vous parler, il pense que vous avez vraiment accès au tableau, que vous connaissez vraiment le propriétaire. Enfin, c'est toute une histoire. Et en effet, c'est vrai que c'est un métier qu'on ne peut pas faire jeune. Los Angeles, c'est une ville assez particulière. Dans le sens où il y a beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais les gens qui ont beaucoup d'argent, il y a un chic, une espèce de truc d'acheter son meuble à Paris, d'acheter son tableau dans une galerie à New York, machin. Et donc en fait, les galeries qui sont locales, les gens qui sont locaux, finalement, ne sont pas très bien considérés, n'ont pas accès obligatoirement aux clients qui achètent les pièces importantes. Les clients, les gros collectionneurs de LA, ils achètent, ils vont prendre l'avion, hop, ils vont à New York, ils rencontrent les gros galeries de New York, ils achètent plein de choses, mais ils achètent, mais pas à LA. Donc moi, au bout d'un certain nombre d'années, à LA, je les voyais un peu, ces gens-là. Je me suis dit, voilà, pour grandir, la seule chose, soit je vais à New York, soit je vais ailleurs. Alors New York, c'est quand même une ville compliquée aussi. Dans le marché de l'art, alors là, vous avez, le monde entier est là. Ça veut dire qu'il y a 50 millions de galeries. Et puis plein de gens qui sont là depuis des décennies. Et puis plein de gens qui sont là parce qu'ils ont de l'argent, parce que madame, elle la femme de je sais pas trop qui lui offre une galerie. Donc vous êtes en compétition avec des gens qui sont inévitablement, qui peuvent faire toujours quelque chose de mieux que vous, parce que c'est mieux plus grand, la localisation est mieux, les artistes que vous allez récupérer est mieux, donc tout est mieux. Donc évidemment, vous partez déjà un peu en compétition défavorable. Et c'est un milieu, voilà, donc il y a plus de clients aussi, parce que les gens viennent à New York, voilà. Mais résultat des courses, c'est quand même difficile. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer ce truc-là, à faire ça? Et puis je m'étais souvenu que voilà, j'étais venu au Brésil il y a quelques années, Sao Paulo, je connaissais pas. Je connaissais Rio, mais je connaissais pas Sao Paulo. Et bizarrement à Sao Paulo, vous voyez, c'est quand même une énorme ville. Et puis mon expérience de galerie m'avait montré aussi qu'une galerie, ça ne fonctionne pas parce qu'elle a 50 millions de clients. Une galerie, elle fonctionne bien parce qu'elle a 4-5 clients qui lui achètent un ou deux trucs tous les ans. Et puis voilà, je veux dire, moi des tableaux, si j'avais une galerie, sur un gros tableau par année, j'ai pas besoin d'en vendre plus. Franchement, je vis royalement. Donc du coup, j'ai pas besoin de 50 millions de clients, j'ai pas la prétention, ni même l'ambition d'avoir tous les clients de Sao Paulo. Mais il m'en suffit 2 clients qui achètent régulièrement dans des galeries à New York, machin, ce qui existe. Là, pour le coup, il y a des Brésiliens qui achètent des choses. Ils n'achètent pas ici parce qu'il n'y a pas, mais ils achètent à New York, à Miami, ailleurs. Ils me rencontrent, finalement, ils m'aiment bien, et puis finalement, je leur propose un truc qui leur convient. C'est le même prix qu'à New York, ils n'ont aucune raison de l'acheter à New York, ils me l'achètent. Et donc du coup, voilà. Et donc des clients, ça se fait comme ça. Et puis après, vous leur présentez un deuxième truc, et puis un autre truc, et puis voilà, puis ça devient des clients qui vous achètent un truc de temps en temps. Moi, mon ambition, à la limite, elle se limite à ça. Et à Sao Paulo, il peut y avoir ça. Et tout le reste du business qui est
qui est le truc dématérialisé, le client Hong Kong qui est intéressé par un tableau qui est à Genève, et l'autre qui est, voilà. Tous ces gens-là, de toute façon, je ne les connais pas obligatoirement physiquement, que ce soit à Sao Paulo, à New York, à Paris ou ailleurs, ils s'en foutent complètement. De toute façon, moi, je ne vois même pas voiler le tableau, je n'y vais pas parce que mon avis ne les intéresse pas. Et donc, du coup, pour ces clients, ça ne change rien. Donc ça, je peux le faire de mon ordinateur n'importe où. Maintenant, j'ai un peu mûri, j'ai amélioré mon portugais, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne au Brésil parce que c'est très différent. Ça paraît pas différent parce que ça a une tête de pays européen du Sud, ça a une tête machin, mais c'est de loin le pays le plus différent dans lequel je suis allé. De loin. Aux États-Unis, on n'est pas dépaysé aux États-Unis. Enfin, moi, j'avais fait mes études aux États-Unis, mais j'ai jamais été dépaysé dans le sens où je me dis, je suis dans un autre monde, les références culturelles sont relativement les mêmes. Vous trouvez des gens qui connaissent, je sais pas, Catherine Deneuve, qui connaissent, voilà, en France, la même chose, vous connaissez des films américains, des accès américains. Enfin, toute la culture, quand même, ce qui se transmet est relativement. Enfin, il y a quand même un gros morceau qui se voilà. Ici, c'est pas le cas du tout. Alors pas du tout, je sais pas du tout. Donc en fait, c'est très troublant parce qu'en fait, les gens sont des faux amis, donnent l'impression qu'ils vont connaître, et en fait, non, mais ils ne savent absolument pas de qui vous parlez. Toutes leurs références, mais j'exagère en disant que Picasso, ils connaissent pas, mais vous demandez à n'importe qui dans la rue, de gens basiques, normales dans la rue, qu'est-ce que vous pensez, Picasso, ça vous dit quoi? Il y en aura peut-être quelques-uns qui vont dire ah bah c'est une Citroën, c'est une voiture, et puis les autres, je veux dire, vous allez avoir un pourcentage de gens qui vont vous dire c'est un peintre, machin, qui est ridicule. Par contre, vous allez avoir une espèce de méga top élite de gens qui sont un peu les gens qu'on serait un peu habitués à fréquenter ici, qui parlent français. Étonnamment. Qui ne parlent pas anglais, mais qui parlent français. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'a toujours surpris, d'un certain âge, très chic, très machin. Dès qu'elles savent que vous êtes français, elles viennent vous parler en français. Et ça fait partie voilà, elles sont fières de vous montrer qu'elles parlent français. Elles parlent relativement bien français en général, soit elles ont fait des études en France, soit elles ont habité à Paris, soit elles ont des appartements à Paris. Enfin, vous voyez, il y a un lien avec Paris qui est indéniable. Comme je travaillais dans le design, dans les meubles, quand j'ai bifurqué vers les tableaux, c'était un peu comme changer de métier quand même. Et moi, j'ai créé au départ une société qui faisait des garanties d'enchères. Ce qui m'a permis de rentrer un petit peu par la petite porte. C'était pas exactement prévu comme ça avant, mais bon, je suis pas intelligent, donc évidemment ça marchait. Mais le fait est, c'est que les gens qui me demandaient moi, j'imaginais pas devenir vraiment vendeur de tableaux là-dedans. Mais les gens qui me demandaient des garanties d'enchères, finalement, ils me demandaient aussi, bah, très bien, je peux vous garantir votre enchère, c'est bien. Mais bien sûr, si vous pouvez me vendre le tableau tout de suite, sans même que je le mette aux enchères, que j'attends, si vous pouvez me le vendre tout de suite, ça m'arrange. Donc finalement, je récupérais des tableaux comme ça. Donc en fait, moi je suis rentré par la petite porte et devenu un peu l'interlocuteur de gens qui, normalement, ne m'auraient pas appelé. J'aurais pas connu. Comme ça, vous vous inventez comme ça un marchand d'art, machin, les gens ne vous appellent pas, si vous ne savez pas qui vous êtes, franchement, les gens n'ont aucune chance de faire aucun business. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et donc voilà. D'abord, quand j'étais en Italie, je n'avais pas besoin de rien, donc en fait j'avais monté ma société. À Los Angeles, un peu pareil, alors j'avais l'avocat qui me faisait mon visa, j'avais refait un truc, donc j'avais fait un visa d'investisseur au départ. Donc j'avais créé ma société, j'avais transféré, un certain nombre d'investissements aux États-Unis, je ne sais plus combien de montant, enfin ça élevé, enfin voilà. Et j'avais donc eu un visa d'investisseur qui était renouvelable tous les, je ne sais plus combien, 5 ans je crois. Et donc j'ai dû le renouveler une fois je crois. Et j'ai fait la même chose au Brésil. Il y a des choses, des spécificités au Brésil qui sont assez inattendues. Et que j'ai découvert ici qui sont plutôt à mon avantage, c'est-à-dire que une des raisons pour laquelle il n'y a pas tellement de tableaux étrangers, il n'y a pas beaucoup de galeries étrangères, même aucune qui se sont installées ici, c'est qu'il y a des taxes d'importation qui sont extrêmement élevées sur les œuvres d'art. Je crois que c'est 50%. Donc évidemment, les Brésiliens ne sont pas idiots non plus. Si vous achetez un basket ici, vous le payez X plus 50%. Vous n'avez pas complètement obligatoirement envie de faire ça, c'est un peu de l'argent perdu, voilà. Donc ça, c'est un peu un problème, mais ce qui est tourné à mon avantage du coup, parce que j'ai pas de compétition, personne ne s'est installé ici, donc c'est plutôt bien. Et puis il y a autre chose, c'est que les taxes sur mes revenus sont extrêmement basses.
Si j'étais en France, je payerais 50% enfin 50%. Je payerais 300 ou 400% de plus d'impôts. Mais de loin, c'est-à-dire que ici, je n'ai pas de taxe, il n'y a pas de taxe sur les dividendes. Donc, ça va parler aux ESSEC, jeunes ESSEC, voilà. Il y a relativement peu de pays dans le monde dans lesquels il y a peu de taxes sur les dividendes. Alors, au moins peut-être d'aller dans les pays du Golfe ou dans ces pays-là, voilà. Mais ici, il n'y a pas de taxe sur les dividendes. Donc en fait, c'est financièrement plus intéressant d'acheter ici. Beaucoup plus intéressant d'acheter ici. Et le coût de la vie est simplement moins cher. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez être malheureux. Et la deuxième chose, c'est que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez dans tous les cas de figure vous mettre en compétition avec des gens qui aiment exactement la chose que vous n'aimez pas faire. Et ces gens-là, évidemment, eux, ils n'auront aucun problème à passer la nuit, ils n'auront aucun problème à travailler, à faire je sais pas trop quoi, ils le font avec plaisir. Et vous êtes en compétition défavorable, donc en fait, la société, ça sera lui, ça ne sera pas vous.
un peu pour son compte, son business. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Puis de fil en aiguille, ils m'ont envoyé à Milan, et puis finalement j'ai ouvert ma galerie, et donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est arrivé comme ça. Au Brésil, on peut faire beaucoup de choses. Si on parle du Brésil, c'est un pays qui est extrêmement compliqué. C'est de loin le pays le plus compliqué dans lequel j'ai habité. C'est notamment culturellement. Les gens sont d'une autre planète, mais d'une autre planète littéralement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler à vos employés de la même manière que vous parlez à un employé en France. Vous ne pouvez pas leur demander la même chose. Vous ne pouvez pas attendre de la même chose parce que vous ne savez pas d'où ils viennent. Et les gens viennent de loin, mais de loin. Par rapport à ce qu'on connaît nous, ce sont des réalités qui sont très très longues. Demandez aux gens qui habitent là où est-ce qu'ils habitent. Il y en a la moitié qui habitent dans des périphéries très très loin, dans des conditions de vie que nous on considère complètement improbables. Et donc évidemment, quand des gens se proposent pour travailler, voilà. Et ce sont des gens qui sont jeunes, ou moins jeunes, qui sont intelligents, qui sont plein de choses, mais qui n'ont eu aucune opportunité dans leur vie pour faire quoi que ce soit. Ou certains en ont eu, mais qui ont eu quand même des difficultés. Voilà. Et donc il faut apprendre à vivre, à travailler et à parler et à fonctionner avec des gens comme ça. Ce qui n'est pas facile. Parce que les références ne sont pas les mêmes et on choque ou on peut froisser des gens, mais extrêmement facilement. Les gens sont froissables assez facilement. Et donc voilà, donc c'est un pays, voilà. Mais c'est un pays d'opportunités dans le sens où il y a vraiment tout à faire. Il manque des routes, ça va de la route jusqu'au... Voilà. Les choses qu'ils ont de plus, finalement, ce sont les trucs assez modernes, les téléphones, les machins, ça, ils sont super équipés. Voilà. Et tout le reste, vivre dans un environnement moderne, mais c'est un truc traditionnel comme en France il y a... Je sais pas, 50 ans. 50 ans, même pas 50 ans. Il y a plus que ça. Enfin, moi, ça me rappelle l'Italie. Sao Paulo, c'est un peu comme les villes du nord de l'Italie après la guerre.
voilà ma référence quand même. C'est même pas il y a 20 ans, c'est après la guerre. C'est-à-dire que les gens ont un mode de fonctionner qui est comme ça. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Et je vous dis, le Brésil, c'est tellement de réalités qui sont tellement différentes. Moi, mon impression, c'est ça. Ce qu'on voit dans les novellas, ce qui est la culture, voilà. Par exemple, il n'y a pas de cinéma ici, ou très peu de cinéma, parce que c'est un truc super élitiste. Les gens, la culture locale, elle est transmise par la novellas. Et la novellas, vous avez des problématiques dans les novellas que jamais ça passerait pas à la télévision en France. Les trucs, les gens seraient hallucinés qu'on parle de ce genre de sujet, de société, de choses, dans des choses crues et sans détour. Je veux dire, c'est imprésentable en France. Ici, dans les novellas, on passe. Maintenant, les gens, dans leur réalité chez eux, ils sont très loin de tout ça. C'est un monde idéal dans lequel les gens ils habitent tous dans des appartements plus ou moins qui ressemblent à des appartements européens. Voilà. C'est la micro-society des quartiers résidentiels et chics des grandes villes. Il y a les 3/4 des Brésiliens sont à 3 millions de kilomètres de ça. Mais ce sont des gens chaleureux, des gens qui sont curieux, qui s'intéressent à plein de choses et qui consomment dans la capacité de leurs moyens, qui consomment sans se poser de questions. Ce sont des gens heureux et qui consomment vraiment pour des trucs que s'ils ont de l'argent, ils achètent. S'ils ont de l'argent, ils offrent un truc à quelqu'un d'autre. Et voilà. Et donc, si vous avez un produit, si vous avez un service qui est pas cher, qui est marrant, qui fonctionne, qui est différent, qui est le truc qu'ils imaginent, qu'il se fait aux États-Unis, ils pensent que les gens vivent comme ça, c'est un côté... ça peut être un succès. Parce que voilà, ils sont curieux, ils aiment ça, ils sont au courant d'un certain nombre de choses. C'est pas leur réalité, mais ils sont au courant quand même d'un certain nombre de choses. Donc du coup, voilà, il y a plein d'opportunités. En France, vous diriez, pour surprendre un Français, qu'est-ce qu'il faut faire dans un supermarché? Franchement, il y a déjà un peu tout, les gens peuvent s'acheter tout, n'importe quoi. Les trucs qui sont aux États-Unis, c'est un peu les mêmes choses. Voilà. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est autre chose. Et donc du coup, voilà, vous pouvez... et donc des projets, j'en ai, en dehors du marché de l'art d'ailleurs. Et on en parlera la prochaine fois.